L'Empire romain menacé par les armées à cheval venues de l'Est. L'Europe envahie par les armées musulmanes en provenance du Sud. Venus du Nord, les Vikings sèment la terreur sur mer comme sur terre. Le guerrier à cheval européen, le chevalier, domine les champs de bataille du Moyen-Âge. Au Japon, un chevalier d'un autre genre devient le symbole vivant d'une fière culture guerrière. Au 5e siècle de notre ère, l'Empire romain s'étend de la Grande-Bretagne jusqu'au désert d'Égypte. Protégées par les légions romaines, les populations de l'Empire jouissent d'une existence paisible, structurée par une force nouvelle venue d'Orient, le christianisme. Mais plus à l'est, surgit des confins du monde connu une autre force déferle sur l'Occident. Pour la Rome chrétienne, son chef incarne le fléau de Dieu. Ses cavaliers l'appellent Attila. En 444, Attila, roi des Huns, est l'un des monarques les plus puissants d'Europe. Comme les hommes de son peuple, il est petit et râblé, modelé par le sol ingrat qu'il a vu naître, la steppe. La steppe est une vaste plaine sans arbres à la végétation herbeuse. S'étendant sur 5000 km de long et 800 km de large, la steppe relie l'Europe orientale à la Chine. Vents glaciaux et faibles précipitations empêchent toute forme d'agriculture. Vivant essentiellement d'élevage, les cavaliers de la steppe dépendent de leurs troupeaux de brebis et de chèvres. Ils se déplacent constamment à la recherche de nouveaux pâturages. Dans cette existence nomade et fruste, la survie dépend de la domestication d'un seul animal, le cheval. Les peuples de la steppe capturent des chevaux sauvages par milliers, et il leur suffit de quelques heures pour les dompter. C'est par la force et la terreur qu'il brise le cheval. Le cheval devient leur moyen de transport, leur point de rencontre et leur couche. Il leur sert même à chauffer la viande crue qu'ils placent entre le cavalier et sa monture pendant leur chevauchée. Selon un auteur romain, les Huns sont collés à leurs chevaux. Les Huns matent le cheval par la terreur et répandent la terreur par le cheval.
C'est leur expérience des troupeaux qui en faisait des adversaires si redoutables. Les cavaliers de la steppe, forts de leur connaissance du comportement animal, savaient déceler les mêmes tendances grégaires chez l'homme. Ils disloquaient la troupe ennemie en petits groupes. Ils repéraient et écartaient les meneurs des suiveurs, comme ils isoleraient un cheval particulièrement fougueux et intrépide. Et une fois qu'on a isolé et neutralisé le chef de la bande, une fois qu'on peut utiliser la dynamique du troupeau pour le disperser, on l'a pratiquement dominé et vaincu. Mille ans avant que les Huns ne menacent Rome, les peuples de la steppe commerçaient déjà avec les Assyriens. La machine de guerre assyrienne avait besoin de chevaux en grande quantité pour ses chars de combat. Seule la steppe pouvait lui en fournir. C'est ici que la domestication du cheval a commencé. Tout d'abord un animal peu prometteur, semblable à ces petites créatures coriaces, le cheval de Przewalski. Cet ancêtre du cheval était tout à fait capable de tirer un char assyrien, mais son dos ne pouvait supporter le poids d'un homme. Ceci explique peut-être pourquoi les premiers combats avec des chevaux ne se faisaient qu'avec des chars attelés. Tout en exportant des chevaux vers la Syrie, les guerriers de la steppe importent l'arme du conducteur de char, l'arc composite ou arc recourbé. L'arc recourbé comporte plusieurs couches de bois, de tendons d'animaux et de cornes, assemblées par une colle faite d'os et d'écailles de poisson. Une fois que la colle a séché, l'arc est recourbé dans le sens contraire de sa forme naturelle. La tension ainsi obtenue est énorme et peut atteindre plus de 75 kg. L'arc recourbé n'est pas long. Ses flèches sont légères et ne pèsent pas plus de 30 grammes. Un archer peut en ranger jusqu'à 50 dans son étui. Elle transperce une cuirasse à 100 mètres. Elle reste précise jusqu'à 300 mètres. Lorsque ces archers montés franchissent les frontières de l'Empire romain, les légions romaines sont confrontées à un ennemi, une arme et un art de combattre nouveau. Entre 440 et 450, les provinces orientales de Rome versent un tribut de 6 tonnes d'or aux cavaliers de la steppe. Mais cela n'empêchera pas leur retour. Rome ne peut résister. Le plus grand empire du monde s'effondre. Alors que l'infanterie occidentale concentrait le pouvoir en son centre, les cavaliers de la steppe déployaient le leur aux extrémités, sur chaque flanc. Puis, les cornes du croissant se refermaient sur l'ennemi, le menaçant physiquement et l'intimidant psychologiquement, jouant sur sa peur de l'encerclement. Autre détail fâcheux pour les Occidentaux, il était très difficile d'identifier le chef au sein de la horde ennemie. Moins il se faisait remarquer, plus les hommes qu'il commandait l'admiraient pour son astuce. Les hordes de la steppe allaient et venaient, ils attaquaient puis battaient en retraite. C'est la stratégie du harcèlement. Les cavaliers de la steppe n'ont laissé aucune trace écrite de leur conquête, mais leur héritage survit dans les montagnes de Turquie,
où les cavaliers font revivre les techniques guerrières de leurs ancêtres dans un jeu à la violence stylisée, le Tchirit. Le but est d'atteindre l'adversaire avec un bâton en bois. Fuir n'a rien de déshonorant, la retraite est même une tactique essentielle. Pour le Tchirit, les cavaliers n'ont qu'un seul cheval. Mais en cas de bataille, chaque cavalier emmène plusieurs chevaux pour mieux harceler l'ennemi toute la journée. La guérilla est entrée à tout jamais dans l'histoire. 1500 ans plus tard, Mao Tse-tung intégrera ces mêmes tactiques dans son propre manuel sur la guerre de guérilla. Maintenez l'offensive. N'accordez aucun répit à l'ennemi. Harcelez-le jusqu'à ce qu'il soit épuisé, se disperse et puisse être anéanti. Lorsqu'il avance, battez en retraite. Lorsqu'il attaque, dispersez-vous. Les valeureux combattants de l'armée du Nord-Vietnam, par une guerre de harcèlement meurtrière, viendront à bout de l'armée américaine malgré sa supériorité technique. Tout comme la supériorité technique des Romains ne les empêchera pas d'être vaincus par les hordes d'Attila. Les Romains ne remporteront qu'une seule grande victoire contre les Huns. Entre Châlons et Troyes, dans l'actuelle Champagne, sur les champs cataloniques, les Romains brisent leur avancée et sauvent la chrétienté. Cette victoire confirme le rôle crucial joué par le cheval. Les Romains ne l'emporteront en effet qu'en engageant leurs propres cavaliers. 23 ans après la mort d'Attila, l'Empire romain d'Occident n'existe plus. Le fantassin, figure centrale de toutes les guerres depuis Alexandre le Grand, sera relégué à l'arrière-plan. Pendant 1000 ans, le guerrier à cheval va régner en maître sur les champs de bataille. Le cheval ne va d'ailleurs pas tarder à amener d'Orient un autre envahisseur, mu par un esprit guerrier nouveau et révolutionnaire. En 632, un grand chef militaire mourrait. Il était issu de la fameuse tribu arabe des Quraysh. Son nom était Mahomet. Mahomet était le fondateur d'une nouvelle religion, l'islam. 100 ans après sa mort, les musulmans affrontaient une armée chrétienne à Poitiers, en France. Mahomet enjoignait à ses fidèles de combattre tous ceux qui refusaient d'attester qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah. C'est le djihad, la guerre sainte. Dès le début du 8e siècle, les Arabes possédaient un empire aussi vaste que celui d'Alexandre le Grand. Pendant plus de 100 ans, villes, peuples et empires capituleront devant leurs armées. Quoique d'une grande mobilité, les Arabes n'étaient pas un peuple de cavaliers. Leur matrice est le désert d'Arabie, habitat naturel d'un autre animal, le dromadaire. Les Arabes n'avaient que peu de chevaux, mais c'étaient des animaux racés et élégants. Ils se rendaient au champ de bataille à dos de dromadaire. Les chevaux faisaient le trajet à vide pour rester frais. Ainsi, les Arabes pouvaient-ils apparaître là où on les attendait le moins et lancer leur attaque favorite, la ghazwa ou raid. Les armées musulmanes bénéficiaient de l'effet de surprise. Pourtant, elles remportaient leur victoire éclatante sans véritable innovation tactique ni militaire. Le secret de leur réussite résidait dans leur morale. Mahomet, le fondateur de l'islam, était aussi un chef militaire. Mahomet, le prophète, enseignait que tous les musulmans devaient s'entraider. Toutefois, Mahomet, le soldat, allait plus loin.
Il ne se contentait pas de faire la guerre, il la prêchait. Ô croyants, combattez les infidèles qui vous avoisinent. L'islam n'était pas intolérant. Ceux qui se soumettaient pouvaient vivre en paix sans être obligés de se convertir. En revanche, ceux qui s'opposaient à l'islam étaient combattus au nom de Dieu. Ce que l'islam avait de remarquable, c'était sa façon de communiquer à ses fidèles l'idée de se battre pour leur religion. Aucune autre religion avant l'islam n'avait appelé ses adeptes à combattre les infidèles. On ne sait si Mahomet avait anticipé un tel résultat. Toujours est-il que cette incitation à combattre les mécréants a été d'une puissance extraordinaire. En 711, les préceptes de Mahomet conduisirent les musulmans jusqu'au rivage de l'Europe chrétienne. Voici le palais arabe de l'Alhambra. Ces fontaines et la richesse de ces motifs géométriques proclament la maîtrise arabe dans les arts et dans les sciences. Monument éternel à la gloire d'une obscure tribu originaire du désert d'Arabie. Pourtant, l'Alhambra se trouve en Espagne. Galvanisés par leur foi, les Arabes traversaient la Méditerranée à partir de l'Afrique du Nord. Les soldats chrétiens qui leur faisaient face en Espagne étaient presque 5 fois plus nombreux. Mais eux ne se sentaient pas investis d'une mission. En moins d'1 an, l'Espagne et le Portugal actuel passaient sous domination arabe, soumis par moins de 19 000 combattants. Ce fut une des plus grandes conquêtes de l'histoire. La vitalité de leur foi et leur soif de butin les incitaient à aller plus avant. En 732, ils franchissaient les Pyrénées vers la France. Le 10 octobre, près de Poitiers, les cavaliers arabes se heurtaient à une force rassemblée par Charles Martel, chef des Francs. Un peuple qui par la suite donnera son nom à la France. Charles Martel fait mettre pied à terre à ses hommes et les dispose en carré avec leurs lances, à l'instar de la phalange grecque d'autrefois. La cavalerie sarrasine donne la charge, mais les rangs de Charles Martel ne cèdent pas. Les hommes du Nord se tenaient immobiles, tel un rempart. Solides et compacts comme un bloc de glace, ils pourfendaient les Arabes de leurs épées. La bataille de Poitiers fut décisive car elle fixait une limite à l'expansion arabe en Occident. Une limite, mais pas un terme. Les Arabes retourneront en Espagne pour y consolider leur pouvoir. Ici, la civilisation musulmane triomphera pour faire oublier la défaite militaire de Poitiers. Dans les collines austères de la Sierra Nevada, les Arabes introduiront des systèmes d'irrigation élaborés, la culture de l'amande et du citron, la philosophie grecque, les mathématiques et l'écriture sur papier inconnue en Europe. La fabrication du papier leur avait été transmise par des prisonniers capturés lors d'une bataille contre les Chinois à plus de 6000 km de distance. À l'ouest, la civilisation islamique atteignait son apogée en Espagne. À l'est, l'influence arabe s'étendait sur plusieurs milliers de kilomètres. Tous ces hauts faits de guerre et de civilisation découlaient d'un simple verset du Coran. Ô croyants, combattez les infidèles qui vous avoisinent.
Près de 4 siècles s'écouleront avant que l'Occident chrétien ne s'unisse pour lancer sa propre guerre sainte, les croisades. Mais bien avant cela, l'Europe chrétienne sera à nouveau attaquée, cette fois par des envahisseurs venus du Nord, envahisseurs dont la mobilité n'avait d'égal que leur joie païenne et meurtrière. Au IXe siècle, une nouvelle machine de guerre apporte la ruine par le Nord. Sombre et plate, elle glissait sur les vagues et s'insinuait silencieusement dans les criques les plus étroites. Les peuples de Russie, d'Angleterre, d'Irlande et de France l'ont en sainte horreur. Son nom, le Drakkar. Les guerriers à bord de ces navires tiraient leur nom d'un vieux mot nordique qui signifie pirate. Ce sont les Vikings. Les Vikings avaient été endurcis par le climat polaire de leur Scandinavie natale. Ce peuple de paysans, de chasseurs et de pêcheurs va rivaliser de brutalité avec les plus grands guerriers de l'histoire. Suite à une explosion démographique, la Scandinavie connaîtra des guerres incessantes pour les terres les plus fertiles. Les Vikings, manquant d'espace et entourés d'eau, sont obligés de chercher d'autres terres. Ils deviennent des maîtres de la construction navale. La particularité de ces embarcations, avec leurs quilles peu profondes et leurs poupes et leurs proues en pointe, était de pouvoir être dirigées contre le vent. Au lieu d'être poussées par le vent, elles voguaient contre le vent. Les Vikings pouvaient donc naviguer quelle que soit sa direction. Les navires des Vikings naviguaient à la fois à la rame et à la voile. Ils pouvaient être hissés à terre discrètement. C'est le navire idéal pour des pirates. Avec le Drakkar, les Vikings pouvaient traverser l'océan jusqu'à la côte orientale de l'Amérique. Et partout où ils posaient le pied, ils se servaient. De mes yeux, j'ai vu la tête d'un guerrier tranchée par une épée. Elle a rebondi sur le sol. La langue remuait toujours dans la bouche. Les Scandinaves ne sont nullement bouleversés par la mort. Je ne connais aucune autre race qui accepte la mort comme les hommes du Nord. Pour les premiers peuples chrétiens d'Europe, les Vikings étaient des païens démoniaques. Ils attaquaient l'Angleterre pour la première fois en 793 et détruisaient le monastère de Lindisfarne. Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. En 840, les Drakkars se doublaient d'une menace nouvelle. Des guerriers vikings à cheval. Les Vikings faisaient maintenant régner la terreur bien au-delà des zones maritimes ou fluviales.
marchand arabe voyageant avec eux décrit un raid sanglant en Russie. Quels mots diront le sang versé, les cris déchirant l'air, les chevaux et les cavaliers agonisant dans d'atroces souffrances. J'ai vu une fillette piétinée par les sabots d'un cheval, son petit corps réduit en bouillie, le sang giclant de son oreille. Leur avancée était irrésistible. À la fin du IXe siècle, ils attaquaient l'Angleterre, l'Irlande, l'Islande, l'Espagne musulmane et la Sicile. Au nord, ils frappaient jusqu'au cœur de la Russie. La terreur était à son comble. Pourtant, les Vikings seront à leur tour réduits par un pouvoir plus grand encore. En 911, le roi de France cédait aux Vikings une large portion du nord-ouest de la France. Les Vikings, ou Nortmanni, devenaient les Normands. La terre où ils s'établissent est l'actuelle Normandie. Avec le temps, les Vikings adoptaient la religion des vaincus, le christianisme. Mais leur plus grande conquête est encore à venir. Le 6 juin 1944, les armées alliées débarquent en Normandie. Tanks, camions et troupes étendaient une tête de pont entre l'Angleterre et la France. C'était la plus grande opération amphibie jamais entreprise. 900 ans plus tôt, hommes et matériels naviguaient en sens inverse pour envahir l'Angleterre. Au fil des siècles, des hommes ambitieux essaieront de rééditer l'exploit. Philippe II d'Espagne avec son invincible armada, Napoléon avec sa grande armée, Adolf Hitler avec sa Wehrmacht. Tous échoueront. Le dernier à réussir une invasion de l'Angleterre par la mer sera Guillaume, duc de Normandie, dit Guillaume le Conquérant. Au Xe siècle, l'Europe est un continent assiégé. Par les Vikings, au nord, par les conquérants arabes, au sud, et par des hordes successives de pillards originaires de la steppe, à l'est. L'Europe entre dans la période la plus sombre de son histoire du Moyen-Âge. Pourtant, une lueur vacille dans les ténèbres. Une lueur entretenue par Rome. Le christianisme prend son essor. Les missionnaires évangélisent les peuples païens d'Europe. Les Vikings, qui ont ravagé l'Angleterre au IXe siècle, reviennent 200 ans plus tard en tant que Normands chrétiens. En octobre 1066, Guillaume le Conquérant prend la mer pour réclamer la couronne d'Angleterre. La tapisserie de Bayeux relate son expédition. La cavalerie normande embarquait à bord d'une flotte de navires semblable aux dracars. Mais cet assaut était bien plus organisé que les raids lancés par les Vikings. Guillaume n'embarquait pas que des fantassins, des cavaliers et des archers, mais aussi tout un contingent d'ingénieurs pour construire des fortifications. Guillaume débarquait sur la côte méridionale de l'Angleterre. Le 14 octobre 1066, il partait à l'assaut du roi anglais, Harold, qui prenait position sur une crête près de Hastings. Chaque camp disposait d'environ 7000 soldats.
Les hommes de Harold arrivaient à Hastings après avoir parcouru 300 km. Les troupes de Guillaume étaient encore fraîches. Bien qu'épuisés, les Anglais se battent vaillamment. Repliés sur les hauteurs, ils parviennent à repousser la cavalerie normande. Alors Guillaume feinte une retraite. Les Anglais dévalent la colline à sa poursuite. Les cavaliers de Guillaume font demi-tour et taillent les Anglais en pièces. Avec la conquête de l'Angleterre, les Normands rompaient avec leur passé de pirates pour devenir des civilisateurs. Guillaume et ses barons normands pérennisaient leur conquête en bâtissant des châteaux de pierre. Ils érigeaient également des églises et des cathédrales à travers toute l'Angleterre, façon de rappeler aux Anglais vaincus et à Dieu le chemin parcouru depuis le temps où leurs ancêtres païens, les Vikings, dévastaient l'Europe. Au fil des générations, l'élite normande fusionnait peu à peu prouesses militaires et idéal religieux, donnant naissance aux chevaliers chrétiens. Le chevalier chrétien était au service d'un idéal universel très élevé. Il se positionnait au sommet d'un vaste système moral, subordonné à l'idée d'un pouvoir universel transcendant, celui de Dieu. De haut lignage, le chevalier jurait obéissance à son seigneur et prenait les armes avec la bénédiction de Dieu. C'était le code chevaleresque. À travers l'Europe, ce guerrier d'un genre nouveau se faisait le défenseur de l'Église et le protecteur du domaine terrestre de son seigneur. La base du pouvoir du chevalier était protégée par des murs de pierre. Les chevaliers moins importants construisaient des maisons fortifiées et les grands aristocrates d'immenses châteaux sans regarder à la dépense. Lorsque Guillaume le Conquérant partage l'Angleterre avec ses partisans, il les autorise à construire des châteaux pour défendre leurs nouvelles terres. 900 châteaux vont voir le jour en l'espace de 100 ans. Ils protègent le littoral exposé et les villes de l'intérieur contre les invasions et les attaques. Les châteaux ne sont pas seulement des forteresses, mais aussi des arsenaux contenant une macabre panoplie d'armements. Au XIIIe siècle, les chevaliers recouvraient leur corps d'une armure. Pesant plus de 30 kilos, elle était encombrante mais essentielle. Elle était aussi très coûteuse. Le combat entre chevaliers dressait les gentilshommes les uns contre les autres.
Équipé de la sorte, le chevalier médiéval s'en allait livrer bataille. Mais en réalité, le combat de chevalier n'avait rien de romantique. C'était un corps à corps d'une extrême brutalité. Avec la multiplication des châteaux au Moyen Âge, la guerre devenait plus une affaire de siège que de bataille rangée. Et dans une guerre de siège, le cheval, outre qu'il n'était plus un atout, devenait un handicap, car il fallait le nourrir. Les chevaliers inventent donc d'autres formes d'attaque. Ils creusent des galeries pour saper les fondations. Ils adoptèrent même des règles pour la conduite d'un siège, le code du Deutéronome. Tiré de l'Ancien Testament, ce code décrétait qu'une garnison qui capitule rapidement sera traitée avec plus de clémence. En revanche, plus les assiégés résistent, plus le prix à payer sera lourd. Viol, pillage, meurtre. Comme le siège est extrêmement dangereux pour les assiégeants, les assiégés doivent être prêts à assumer les conséquences d'une résistance prolongée. C'est un vrai défi pour les assiégés. Faut-il parier que l'on tiendra bon ou vaut-il mieux capituler tout de suite pour conclure un marché acceptable avec les assiégeants? Prolonger un siège augmentait les risques de maladie. Et depuis les Romains, une des premières formes de guerre bactériologique consistait à catapulter des carcasses putrides par-dessus les remparts pour déclencher une épidémie. Pour les assiégés, le problème est de savoir s'il y a assez de vivres, assez d'eau et s'il y a des risques de maladies contagieuses. Bien entendu, diarrhée et dysenterie sont monnaie courante. En cas d'épidémie de variole, la ville risque l'hécatombe. Par définition, une armée assiégeante se tient à proximité de la citadelle qu'elle assiège, ce qui peut devenir très malsain si le siège s'éternise. Une épidémie de typhus, transmise par les poux dont sont couverts les assiégeants, suffit dans bien des cas à faire cesser le siège. Dans une guerre de siège, la rapidité était essentielle. Chaque camp se dotait d'armes nouvelles. L'arbalète arrivait en Europe 1500 ans après son apparition en Chine. Le pape essayait bien d'interdire cette arme trop meurtrière pour être chrétienne, mais c'était justement cela qui la rendait irrésistible. Armée comme un pistolet et libérée à l'aide d'un mécanisme, l'arbalète décoche moins de flèches qu'un arc, mais elle était plus facile à manier. C'était l'arme idéale pour un siège où on avait le temps d'ajuster son coup. Une arme permettant à un homme sans entraînement de tuer de loin un guerrier renommé outrageait l'idée de l'honneur, surtout celle qui avait cours dans le haut Moyen-Âge. Les ordres de chevalerie étaient horrifiés. Ils trouvaient scandaleux qu'un arbalétrier soit en mesure de tuer un noble chevalier. Et ils traitaient les arbalétriers et les archers avec le plus grand mépris. Il n'y avait pour eux aucun déshonneur à les tuer sommairement s'ils étaient faits prisonniers. Il est un ennemi contre lequel l'interdit du pape n'avait jamais été appliqué, l'islam. 300 ans après l'invasion de l'Espagne par les Arabes, les chevaliers chrétiens s'apprêtaient à prendre leur revanche. Depuis la chute de Rome, en 476, l'Europe a été constamment attaquée par les forces barbares.
À présent, l'Occident allait lancer sa propre guerre sainte, les croisades. Les croisades, pour délivrer la Terre sainte du joug musulman, dureront 300 ans. Elles se solderont par un échec, mais elles permettront au chevalier chrétien de parfaire son idéal chevaleresque. Les chevaliers chrétiens n'étaient toutefois pas les seuls guerriers à cheval à suivre un code chevaleresque. À l'autre bout du monde, une autre caste de guerriers montés se développait. Le code de cette élite militaire survivra aux chevaliers chrétiens. Il s'adaptera et se perfectionnera au fil des siècles dans une dévotion fanatique au devoir et à la voie du guerrier. Chaque année, au Japon, ces cavaliers s'affrontent dans l'art guerrier du Yabusame, alliant tir à l'arc et art équestre. Comme en Europe, les chevaliers japonais du Moyen Âge élaborent un code. Ils l'appellent Bushido, la voie du guerrier. Sa première règle énonce que la voie du samouraï se trouve dans la mort. Au Japon, une société féodale pareille à celle qui existe en Europe était en train de se former. Ici aussi, des seigneurs de la guerre rivaux se battaient pour la terre, levant leurs propres armées. L'élite guerrière de ces armées était le samouraï. Malgré les 11 000 kilomètres qui les séparaient, les chevaliers du Moyen Âge en Europe et au Japon avaient beaucoup de points communs. Comme chez le chevalier chrétien, l'apparence physique du samouraï était censée terroriser l'adversaire. L'armure japonaise n'était pas moins compliquée que l'européenne. Elle était aussi terrifiante que le samouraï était rapide et adroit au sabre. Le samouraï apprenait à déceler les points faibles chez son adversaire à la fois dans l'homme et dans l'armure. On ne peut pas attaquer le buste, alors il faut viser la taille. Tout ça, c'est du fil. C'est le point le plus faible de l'armure. C'est là qu'il faut frapper. Les artères sont situées tout le long du corps, derrière le genou, ici et ici. Voilà où il faut viser. Dans le cou,
Ici, c'est exclu, bien entendu. Ici, on tient la lame à l'horizontale pour l'enfoncer, comme ça. Vous frappez par en dessous, ici, et vous tranchez la veine. Lorsque deux samouraïs de valeur égale s'affrontaient, il n'était pas rare qu'ils s'entretuent, l'un portant un coup mortel au moment de mourir. L'autre arme du samouraï était l'arc composite. À la différence des autres arcs composites, l'arc japonais était entièrement constitué de bois. Selon une tradition reliant des générations de guerriers, ce fabricant d'arcs utilise du bois taillé par son grand-père et qui a séché pendant 50 ans. À son tour, il a taillé du bois pour que son petit-fils, qui n'est pas encore né, l'utilise un jour. C'est dans l'emploi de l'arc que le chevalier occidental et le samouraï divergent. Le samouraï manie tout aussi adroitement l'épée que le chevalier. Pourtant, ces cavaliers japonais doivent atteindre 3 cibles au galop avec une arme qui en Europe est utilisée exclusivement par les fantassins. Les chevaliers d'Europe possédaient des armes et des techniques inconnues par les samouraïs. Mais tandis qu'en Occident, tous les chevaliers étaient de haute naissance, au Japon, seule l'adresse au combat compte pour être chevalier. Pendant des siècles, les samouraïs résisteront à toute innovation. Isolés sur leurs îles, ils suivront la voie du Bushido bien après la disparition de la chevalerie. L'isolement a ses avantages, notamment celui d'offrir un rempart contre les invasions. L'Occident avait été dévasté par des cavaliers venus de l'Est. Les Japonais seront menacés eux aussi par un ennemi venu de la steppe, les Mongols. Par 2 fois, ils essaieront d'envahir le Japon. Pendant la seconde tentative, en 1281, des typhons coulent la flotte mongole. Les Japonais appelleront les typhons « vents divins » ou « kamikazes ». Le Bushido des samouraïs enseignait comment tuer son adversaire, mais aussi comment se tuer soi-même. Car pour un guerrier, la mort était toujours préférable au déshonneur.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le mot kamikaze désignait cette fois des aviateurs japonais. Ces pilotes d'avions suicides s'écrasaient avec leur chargement de bombes sur les cibles ennemies. Pour eux, comme pour leurs ancêtres, la voie du samouraï se trouvait dans la mort.